Bonjour, bienvenue à tous. Je pense, alors on va peut-être, j'espère que les retardataires vont nous rejoindre. Je suis Daniel Benabou d'IDEXI. J'ai la chance et le privilège de vous accueillir pour cet atelier retour d'expérience. Et afin de vous permettre de mieux appréhender ces retours d'expérience, j'ai la tâche difficile, parce en une poignée de minutes seulement, de vous donner un peu de contexte, à la fois sur les grands enjeux que Vincent et Jean-Paul vont expliquer plus précisément, et sur les grands principes fonctionnels, et que Vincent d'ailleurs et Jean-Paul vont expliquer comment ils ont appliqué dans leur environnement. Une poignée de secondes avant est très importante pour vous remercier très chaleureusement d'être présent. Il y avait, donc, et ça continue à rentrer, 110 inscrits. Je crois qu'on était dans le top 3 des inscrits des ateliers. Donc, 1000 merci d'être présent. 1000 merci, évidemment, à Jean-Paul Joannani d'Action Logement et Vincent Ray de BPCE IT, parce que c'est évidemment leurs témoignages qui sont les moments forts de cet atelier. Nous, on a initié il y a quelques années déjà ce que l'on appelait une série des grands rétex d'IDEXI au moment des assises, avec l'idée que plus on donne de contenu, plus il y a des approches différentes dans des contextes, des entreprises de taille et d'activités différentes, mieux c'est pour vous, pour nous. Et j'espère que donc vous allez rencontrer des informations très utiles. Une petite... alors évidemment, ces rétextes sont disponibles sur le site d'IDEXI. Et puis si vous voulez qu'on vous en fasse part aussi sur le stand, vous êtes évidemment les bienvenus. Alors je pense qu'on vous a remis un petit questionnaire, petite information pratique. Si vous voulez le remplir soit en papier, soit flasher le code, ce serait utile pour nous, c'est évidemment en lien avec le thème de l'atelier, de savoir comment vous appréhendez les questions qui vont être abordées. Alors, donc des éléments de contexte sur le grand sujet. Le sujet qui est abordé, c'est la protection des données, c'est la data access gouvernance, et l'objet, c'est au fond de comment on aide à résoudre les problématiques liées de sécurité, évidemment, des données liées au partage, aux accès, aux droits et aux configurations. Dans ces grands réservoirs de données que sont Teams, SharePoint, la messagerie, Yammer et OneDrive, donc de l'environnement Microsoft 365 essentiellement, avec deux objectifs. Le premier, comment garder le contrôle, comment mieux maîtriser cet environnement. Et le second, éviter, stopper des accès, des partages malveillants, illégitimes, obsolètes. Les challenges, je vais vite, mais c'est important de les contextualiser. Je le fais à la demande de Vincent et Jean-Paul. Aujourd'hui, le challenge source, le défi source, c'est que dans beaucoup d'entreprises, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, les utilisateurs sont devenus quasiment administrateurs de leurs données. Ils peuvent créer des données dans 365, les partager. Et donc, évidemment, ce qui était passé par le canal de l'IT va directement entre les mains des utilisateurs. Et ça pose des questions de contrôle. Ça pose des questions de partage, et notamment de partage externe, qu'il faut certainement mieux suivre. Ça pose des questions qui sont liées au volume. Cet environnement est un environnement extrêmement actif. On observe la création de données, de partage de données, de droits, de délégations quasiment exponentielles sur Teams, sur SharePoint. Et donc ça, évidemment, comment dans cet océan de données et de droits, comment savoir ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Il y a des questions d'adoption, parce que les utilisateurs sont, y compris d'ailleurs les admins parfois, mais plus évidemment les utilisateurs, sont très investis quand il s'agit de créer des données, mais ne sont pas des grands spécialistes. Donc ils peuvent faire des erreurs de manip mal configurées, et ça peut ouvrir des fragilités. Donc ça pose des questions de maîtrise, bien sûr, pour les équipes SSI. Et à nouveau, dans ce contexte, les utilisateurs et les données sensibles, comment les retrouver, comment les suivre, comment être informé d'un événement qui pourrait les affecter. Donc parmi les impacts, et ce à quoi, et encore une fois, Vincent et Jean-Paul vont en parler plus précisément, comment on maîtrise les partages qui seraient un peu trop ouverts, comment on gère les guests, les invités sur le tenant, le cycle de vie des accès dans le temps, évidemment les usurpations d'identité, quand on a 1000, 5000, 10 000, 100 000 collaborateurs, et que quelqu'un se fait pirater son compte, comment on l'identifie avec des signaux un peu faibles. Évidemment, tout ça, ça protège de la fuite des données. Il y a des questions de conformité.
de surexposition des données sensibles. Voilà. Donc, ça, c'est comment, dans l'ensemble de ce contexte, comment on adresse ces points centraux sur la protection des données. Alors, est-ce que je suis sur... Non, je ne suis pas sur la... Je ne suis pas sur la bonne presse, je suis désolé. Hop. Si, je suis sur la bonne presse. Alors, pardon, la réponse, très rapidement. La solution, c'est quoi? C'est une plateforme de monitoring qui est donc conçue au départ pour les équipes sécurité et workplace, dotée de compétences de supervision, d'audit, de dashboarding, de forensic, de détection et d'alerting, donc qui supervise en permanence les accès, les droits, les partages, les configurations. Et une des avancées technologiques importantes sur laquelle la R&D et l'IDEXI travaillent depuis de nombreuses années maintenant, c'est la capacité de pouvoir bénéficier de la contribution des utilisateurs. Donc cette plateforme, elle sait envoyer des informations aux utilisateurs et elle sait recevoir des informations des utilisateurs, ce qui les enrichit fortement, mutuellement. Et c'est ce que, grâce notamment dont on va parler beaucoup, l'outil My Data Security. Et d'ailleurs, je vous passe une petite vidéo courte qui va expliquer très bien ce que fait la plateforme. Alors, elle est personnalisée aux couleurs d'Action Logement. Et ensuite, je passe la parole à Jean-Paul. À Vincent, pardon. Et là, ça ne marche pas. Tout à l'heure, il y avait du son. Il n'y a pas le monsieur de la technique? Bon, on passera la vidéo après. Je suis désolé. Tout à l'heure, on a fait un essai, ça marchait très bien. Et là, ça ne marche plus. Bon. Impec. Bon, vous la verrez juste après, peut-être au moment où Jean-Paul, ce sera réglé. Bon. Merci beaucoup. Je passe la parole à Vincent Ray. Bonjour à tous, Vincent Ray, je suis responsable des sujets de data protection à la direction sécurité de BPCEIT. Donc juste quelques mots pour dire ce que c'est que BPCEIT. BPCEIT, c'est un GIE du groupe BPCE et c'est l'opérateur informatique du groupe qui a en charge la production des systèmes d'information bancaire d'une grande partie des établissements du groupe, des banques populaires, des caisses d'épargne, de Natexis, de GFS, et j'en passe. Donc c'est un opérateur qui est au service des 35 millions de clients des banques populaires et des caisses d'épargne, mais surtout de 100 000 collaborateurs, plus de 100 000 collaborateurs à qui on fournit les services collaboratifs et la sécurisation de ces services-là. Donc il y a quelques indicateurs, hein, on est à plus de 110 000 postes de travail, 40 000 devices mobiles, mais... Donc la mise en place d'IDEXI, elle s'est inscrite dans le cadre d'un programme de cybersécurité pluriannuel qui est copiloté par la direction sécurité de BPCEIT et la direction sécurité du groupe BPCE. Donc avec des contributions des différentes entités informatiques, RSSI du groupe. Et ce programme-là comporte un chantier data protection qui est orienté sur 3 axes. Donc le premier axe, qui est celui de la protection des données utilisateurs autour de la solution collaborative Office 365. Un deuxième axe autour de l'amélioration et de l'augmentation du niveau de protection de nos bases de données, et un troisième axe autour du développement de nos dispositifs de détection et de prévention de la fuite de données. Donc ce premier axe dans lequel on s'inscrit aujourd'hui vise à répondre aux enjeux aujourd'hui auxquels on fait face de développement des solutions collaboratives. Donc les utilisateurs se sont appropriés ces usages. Ils ont beaucoup de liberté dans la capacité à utiliser. C'est un choix qu'on a fait à la mise en place d'Office 365 à partir de 2018 dans le groupe. Donc on laisse beaucoup de possibilités aux utilisateurs de créer des Teams, de créer des SharePoint. Pour certains, de pouvoir partager avec l'extérieur, sous réserve d'habilitation. Et ça a conduit à un développement exponentiel des différents
éléments de stockage. Donc là, on cite quelques éléments. On est à plus de 150 000 SharePoint aujourd'hui, plus de 100 000 Teams qui sont créés. Donc ça représente un Teams par utilisateur dans le groupe. Hein. Et puis un nombre de partages externes qui ne cesse d'augmenter. Donc que ce soit des partages OneDrive, mais également SharePoint ou Teams. Donc ils ont beaucoup de liberté, nos utilisateurs. Il faut aussi qu'ils aient la responsabilité de ce qu'ils font. Donc il faut qu'ils aient une meilleure maîtrise de leurs données, de comment ils les partagent, de quelles données ils sont responsables. Et c'est un des enjeux qu'on a autour du développement de ces solutions-là. On a un deuxième enjeu qui est plus sur un axe conformité, qui va être de pouvoir mettre en place des revues régulières des droits sur Office 365, des revues des partages en particulier. Et tout ça pour servir des objectifs qui sont mentionnés là en dessous, limiter la surface d'exposition de nos données sur Internet, mais également en interne au groupe. Donc, in fine, pour réduire les risques de fuite de données. Un deuxième objectif qui est de permettre l'atteinte plutôt un objectif de conformité qui est plutôt de mettre en place des revues régulières des partages pour nos utilisateurs. Et puis surtout, on a un objectif d'impliquer, de sensibiliser et de responsabiliser les utilisateurs au quotidien dans la façon de gérer leurs données sur Office 365. Donc, un des challenges autour de tout ça, ça va être une bonne adoption de la solution par l'utilisateur et de pouvoir mesurer l'efficacité de ce qui est fait. Donc pourquoi on a fait ce choix de partir avec IDEXI en 2021 pour répondre à cet enjeu de mettre l'utilisateur au cœur de la démarche. Donc on cherchait une solution qui était centrée sur l'utilisateur. Donc ça, c'était un élément essentiel qu'on a retenu dans la solution d'IDEXI. La deuxième raison, c'est une ergonomie simple pour favoriser une adoption des utilisateurs, pour qu'ils puissent facilement s'approprier la solution. Et ensuite, une capacité de personnalisation et d'intégration à notre environnement. Donc une personnalisation à la fois en termes de personnalisation graphique, d'intégration dans le look and feel du groupe, mais également dans les infrastructures et les standards de sécurité du groupe. Donc le déploiement s'est passé en plusieurs phases. On a fait un premier POC pour évaluer la solution, donc une évaluation technique d'une part, et puis fonctionnelle également. Donc ça s'est déroulé sur quelques semaines, quelques mois sur la fin de l'année 2021. Et suite à ce POC, on a lancé une première phase pilote, donc une approche assez prudente du déploiement pour permettre d'éprouver un peu nos process, l'efficacité de ce qu'on met en place. Donc on a commencé une première campagne sur 6000 utilisateurs avec les utilisateurs internes de BPCE-IT d'une part, et puis les utilisateurs des équipes de Natexis et GFS, donc, qui étaient très moteurs sur le sujet, qui nous ont accompagnés sur cette première phase. Donc cette phase pilote s'est réalisée en 2022 jusqu'au début 2023. Donc on a eu une phase d'intégration de la solution graphique et technique, et puis de lancement de plusieurs campagnes sur la fin de l'année 2022, début 2023. Et puis aujourd'hui, on a commencé à étendre la solution et on est en train de déployer autour de 20 000 utilisateurs. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec My Data Security? Donc c'est la mise à disposition de chaque utilisateur qui sont concernés d'un dashboard qui va lui permettre de suivre l'activité autour de ces différentes applications Office 365. Donc il va pouvoir regarder ce qu'il fait sur OneDrive, il va pouvoir regarder ce qu'il fait sur ses Teams, les Teams dont il est responsable, et puis sur les SharePoint dont il est responsable également, et vérifier quelles sont les données qui sont dessus, qui y accède, qui a droit d'y accéder, et quelles sont les données qui sont partagées. Ça met en lumière ces points d'attention. C'est-à-dire on a défini un certain nombre de règles qui vont permettre de déterminer qu'est-ce qui est le plus sensible pour nous. Donc focaliser sur les éléments les plus sensibles et alerter l'utilisateur sur l'importance de revoir ces éléments-là. Donc par exemple, on a tout ce qui est partage large, donc ce qu'on appelle les company links, qui sont une ouverture à l'ensemble des utilisateurs qui sont authentifiés sur le tenant. On a la partie protection des données sensibles en s'appuyant sur notre classification interne. Et puis tout ce qui est partage vers l'extérieur,
sur lequel on va attirer l'utilisateur et on va l'inciter à vérifier que c'est pertinent, que c'est toujours d'actualité, et le cas échéant, lui permettre de corriger directement depuis le dashboard en faisant une remédiation et en supprimant les partages. Donc il va pouvoir sélectionner les partages qu'il veut supprimer directement depuis son dashboard sans avoir à revenir dans Office 365 et après ça va être traité automatiquement. Alors, au-delà de la mise en place de ce dashboard-là, on a toute la phase de communication qu'on a mis en place autour du déploiement de la solution et notamment autour des campagnes annuelles qu'on est en train de mettre en place auprès de nos collaborateurs. Donc on a un certain nombre de ressources qu'on a mis en place, des vidéos personnalisées, adaptées à l'ergonomie du portail qu'on a déployé. On a un portail internet avec de la news, intranet pardon, avec de la news sur l'application, des guides, des tutos, des FAQ aussi. Et puis, quand on lance une campagne, on l'accompagne de plusieurs éléments de communication. Donc, une communication globale à la population qui est ciblée par la campagne, quelques jours avant le lancement de celle-là. Et puis, le jour du démarrage de la campagne, on a un mail qui est complètement personnalisé à notre environnement, à la fois en look et en contenu, pour annoncer et demander à l'utilisateur de se connecter sur son dashboard et de revoir ses points d'attention. On fait un suivi, une campagne ça dure 3 à 4 semaines, donc il est relancé en fonction du fait qu'il soit connecté ou pas sur son dashboard et qu'il ait validé ces éléments à vérifier. Et puis en parallèle de ça, on va suivre l'efficacité et l'avancement de la campagne en communiquant des indicateurs soit au management, soit au RSSI du périmètre qui est concerné, pour que, le cas échéant, on puisse relancer les actions auprès de ces utilisateurs. Donc pour conclure, donc on a un peu plus d'un an et demi maintenant de retour sur le sujet. Sur les premiers éléments et les premiers éléments de campagne qui sont ceux qu'on peut mesurer aujourd'hui, on a réalisé 5 campagnes de revue, donc qui concernaient un peu moins de 6000 utilisateurs, avec un taux de connexion et des utilisateurs au dashboard d'à peu près un peu plus de 50%. Donc c'est encourageant, pas suffisant, mais c'est encourageant, et c'est des premiers résultats qui nous incitent à aller plus loin. On a permis de réduire l'exposition de nos données, puisque c'est plus de 3000 utilisateurs qui sont connectés, ils ont procédé à plus de 10 000 corrections. Donc ça permet de valider l'atteinte de l'objectif de réduire notre exposition de nos données et de réduire le risque. Globalement, c'est une solution qui est bien reçue, c'est-à-dire que les utilisateurs sont assez satisfaits. Ils sont satisfaits par la simplicité de la solution, par l'ergonomie. Ils apprécient également la démarche, d'être mis au cœur de la démarche, et donc un feedback globalement positif de nos utilisateurs. Donc on souhaite aller plus loin maintenant. Donc on a plusieurs axes pour progresser. On veut dépasser ces 55%, se rapprocher des 100%. On n'y arrivera peut-être pas, mais c'est notre ambition. Donc ça va aller vers l'amélioration de nos communications. On voudrait inciter l'utilisateur à se connecter plus régulièrement, que ça devienne une routine d'hygiène de ces données. Donc en travaillant sur un mail, donc on travaille avec IDEXI là-dessus, sur un mail régulier qui pourrait être envoyé et personnalisé par rapport au contexte de l'utilisateur, en l'incitant à venir consulter ses dernières activités. Et puis, on va également retravailler sur les KPI, le ciblage de nos campagnes pour cibler les utilisateurs les plus à risque et les données les plus à risque. Et surtout, étendre la solution à d'autres établissements du groupe, parce que pour l'instant, on est sur un périmètre qui est encore très réduit, de 20% à peu près de la population. Donc, on a l'ambition d'aller plus loin. En quelques mots, j'espère que je ne vais pas trop déborder sur le timing. Les facteurs clés de succès, c'est un gros accompagnement de la communication auprès de nos utilisateurs, des supports d'aide qui sont nécessaires, les petites vidéos pour aider les utilisateurs à appréhender l'outil seul.
la mise en place d'indicateurs pour vérifier l'efficacité de ce qu'on fait. Ça nous permet de progresser et d'améliorer notre démarche progressivement. Et puis, ce qui a été notre cas en l'occurrence, le sponsorship du management et des RSSI qui nous accompagnent sur le sujet. Sur la mise en œuvre de la solution, pour en parler, ce qui a été déterminant également, c'était l'accompagnement d'IDEXI pendant cette phase de mise en place, hein, avec un suivi qui est très régulier du Customer Success. Et puis, une réactivité à nos besoins, aux évolutions qu'on peut avoir formulées pour s'adapter à notre environnement. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Paul pour la suite. Et puis, s'il y a des questions, je pense qu'on groupe ça à la fin. Petite question technique sur le son, qu'est-ce qu'on fait ça? Non, tout est ok, d'accord. Est-ce qu'on passe la vidéo avant, peut-être? Arrêtez. C'est pas celle-là. Comment? Allez sur évidemment. Je suis où là? Paf. Paf. On la essaye. Comment? Oui, alors, bien. Une excellente suggestion. Non, c'est embêtant quand même, il faudrait qu'ils viennent. Ouais, c'est ça. Non, bon, tant pis. Tant pis. Bon, écoutez, on restera promis à la fin. C'est intéressant, ça donne les. Ça résume bien les choses. Jean-Paul. Jean-Paul Joannani, je suis le RSSI d'Action Logement. Et je suis également le responsable de la continuité d'activité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Action Logement, en quelques mots, normalement vous êtes tous plus ou moins contributeurs à nos actions. Donc Action Logement, c'est l'organisme qui collecte le 1% patronal. Donc effectivement, on collecte auprès des entreprises qui sont assujetties à ce impôt. Ce n'est pas un impôt, c'est de la contribution, effectivement, qu'on reverse après aux salariés sous forme de prêt, sous forme d'aide. Et on participe également à tout ce qui va être programme de rénovation urbaine. On accompagne effectivement un certain nombre de programmes immobiliers qui sont lancés par des bailleurs sociaux, que ce soit des bailleurs dans notre groupe ou des bailleurs qui peuvent être externes. Le groupe Action Logement, aujourd'hui, c'est 20 000 personnes, donc divisé en deux grands métiers. Un métier finance, donc Action Logement Service, et un métier immobilier, gestion immobilière, bailleurs sociaux, donc Action Logement Immobilier. Dans le partage, il y a à peu près 5 000 personnes côté finance et 15 000 personnes côté immobilier. Donc moi, je suis sur la partie finance, 4 400 utilisateurs, plus ou moins. On gère à peu près plus d'un million de logements au sein du groupe. C'est ce qui fait le principal gestionnaire de parc de logement social en France, voire même en Europe. Nous avons pour nos activités énormément de données sensibles effectivement pour accéder à un logement. On fait du parc locatif. Il faut présenter un certain nombre de pièces pour pouvoir effectivement justifier qu'on a toute la légitimité pour entrer dans ces logements. Donc beaucoup de pièces qu'on collecte auprès des demandeurs de logement, avec effectivement, parce que la tension qui existe aujourd'hui sur le marché du logement, beaucoup de tentatives de fraude sur à la fois pour usurper une identité, en tous les cas se mettre dans les clous pour obtenir un logement, avec des problématiques qui sont liées aussi à la sous-location. Donc essentiellement, on a beaucoup de problèmes de fraude à ce niveau-là. Dans des programmes de financement de travaux, notamment, on a aussi beaucoup d'usurpation d'identité pour certains avoir droit à certaines de nos aides. Donc, juste un élément de contexte, j'ai pris mon poste en mars 2020. Juste 15 jours avant le confinement. Et j'avais un souci, effectivement, c'est comment est-ce que je peux faire mon travail à distance sans connaître personne dans la société. Et je me suis concentré globalement par deux choses qui étaient visibles depuis l'extérieur, la messagerie et tout ce qui était partage d'informations, et notamment tous les outils collaboratifs, et ce qui était effectivement le cas de Teams, enfin, donc tous les outils Microsoft 365 qui ont été très, très déployés à ce moment-là. Et donc, je vais dire peut-être par intuition, je me suis dit que c'est par là que je devais commencer. Avec effectivement toujours un souci,
dirais, au début, j'ai démarré tout seul et je me suis dit, je ne vais pas faire ça tout seul. Donc, mon objectif, c'était responsabiliser les utilisateurs. Donc, Office 365, enfin Microsoft 365, a beaucoup de difficultés en termes d'administration. Donc, j'ai même un petit bagage technique, mais j'ai relu toute la documentation pour savoir effectivement comment est-ce qu'on partage les droits ou comment on administre cet environnement. Ça reste relativement compliqué, même pour les administrateurs au quotidien. La hiérarchie de rôle qu'on peut retrouver au sein d'Office 365, c'est pour beaucoup incompréhensible. En tout cas, pour moi, ça l'était. Je me fais aider et je me suis tourné vers Ilexi parce que j'avais besoin d'avoir un peu plus de visibilité et dans effectivement ma volonté de responsabiliser l'ensemble du personnel. Comme je disais, je voulais pas tout faire tout seul. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai pensé à quelque chose qui était très orienté utilisateur, avec la capacité pour eux en tout cas de m'aider dans mon travail au quotidien. Donc, mettre l'utilisateur devant ses responsabilités. On parle souvent de la sécurité et l'affaire de tous. Là, pour le coup, c'est vraiment en tout cas le leitmotiv que je répète. La responsabilité, ça n'est pas moi qui dois toujours la prendre. Oui, certes, je porte le poste de responsable, mais sur la sécurité, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Et tout le monde doit y contribuer. Donc le dispositif mis en place, donc My Data Security, la vidéo quand elle fonctionnera, vous en verrez un peu plus, vous en saurez un peu plus. Donc contrôle par les utilisateurs via un tableau de bord. Donc chaque utilisateur qui a accès effectivement qui a des droits sur Office 365 peut effectivement avoir une vision de toute son activité, tous les partages qu'il a pu faire, tous les Teams qu'il a pu ouvrir. La gouvernance du nombre, de la prolifération des espaces de partage, c'est un autre souci ou un autre sujet qu'on va aborder par la suite dans le reste du projet. Mais en tous les cas, on essaie effectivement de les mettre toujours devant leurs responsabilités. Cela dit, on fait confiance, mais on contrôle. Donc, en parallèle, effectivement, de toutes les alertes qui peuvent être remontées vers les utilisateurs, elles sont aussi renvoyées à la fois donc, dans ma direction, mais également chez les administrateurs système, puisque vous pouvez remonter des alertes qui concernent la configuration. Donc là, c'est vraiment les gens qui sont l'administration de la plateforme, et aussi vers le support utilisateur. Puisque en général, les utilisateurs, quand ils rencontrent un problème, leur premier réflexe, on leur demande, c'est pas d'appeler le RSSI, encore qu'ils le font, mais plutôt d'appeler le support. Donc le support est impliqué dans le dispositif, sans oublier Ilexi. Donc Ilexi, effectivement, il y a l'application, mais il y a le service aussi qui est derrière. Ils reçoivent les alertes et il y a un certain nombre de sujets qu'ils traitent avant même de nous les remonter, notamment quand il s'agit de faire des remédiations ou quand il s'agit de ne pas de les faire. Donc c'est vraiment un dispositif global. Entre guillemets, j'ai pas pris qu'une application, j'ai pris aussi un service. Et on construit le service de façon globale avec l'ensemble des différents services de l'entreprise. Donc voilà comment ça se présente. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Donc chaque utilisateur a son petit tableau de bord. Là, c'est Jean-Paul Joannani qui regarde de temps en temps ce qui se passe sur ses partages. Il partage beaucoup, il essaie de communiquer. Et effectivement, ensuite, on se met en avant quand même, côté sécurité des systèmes d'information. On essaie d'avoir de la visibilité. Donc là, c'est presque une ancienne version. On a un logo Action Logement. On a créé aussi, pour aider la communication, un vrai logo de la cybersécurité au sein du groupe. Donc c'est une initiative que j'ai prise. Et maintenant, effectivement, toutes les communications, et là, on se retrouve à communiquer au nom de la sécurité, il faut que les gens puissent nous reconnaître. Et effectivement, entre guillemets, je leur demande toujours leur aide. Là, ce sont des alertes qui peuvent être remontées. Donc, petite anecdote, c'est intéressant. Donc, moi, je regarde effectivement chacune des alertes. Peut-être pas chacune dans le détail, mais ça permet de savoir effectivement de voir des déplacements.
effectivement des connexions à distance, des connexions dans des pays qui ne sont pas forcément en relation avec notre activité, des demandes d'accès alors que des responsables sont en vacances. Il y a des choses qu'on a aussi remarquées intéressantes, c'est aussi toutes les alertes concernant les accès demandés pour mettre en place du SSO. Donc tout d'un coup, vous découvrez qu'une application a demandé à avoir des accès pour vérifier l'identité des utilisateurs. Et ça aussi, ce sont des alertes qui sont remontées. Vous avez des alertes, là aussi c'est pour l'anecdote, sur les nouveaux terminaux qui sont utilisés pour se connecter. Donc vous voyez des gens qui changent 3 fois d'iPhone dans l'année, des gens qui perdent souvent leur téléphone portable. Donc il y a une multitude d'informations en plus des accès qui sont faits sur ces ressources, qui me permettent, moi, de dresser peut-être un profil, une image des gens qui sont dans l'entreprise, des habitudes qu'ils prennent, et aussi de leur comportement ou de leur niveau de risque. Je couple souvent ça avec des campagnes de faux phishing. Donc des gens qui réagissent sur des campagnes de faux phishing, souvent ce sont les mêmes qui vont réagir sur les alertes sur des accès. Donc principale fonctionnalité, donc comme je l'ai dit, j'analyse effectivement les alertes. On lance des investigations et effectivement, en partenariat avec les équipes d'IDEXI, on va effectivement essayer de déterminer s'il y a une vraie, si c'est pas un faux positif ou s'il y a vraiment quelque chose derrière. Aujourd'hui, donc effectivement, comme je l'ai dit aussi, on suit le déploiement des applications dans les flux. Généralement, chaque fois que je reçois ce type d'alerte, j'appelle les équipes de développement en leur demandant effectivement si les accès de telle application sur notre annuaire est bien légitime ou pas. On est aujourd'hui sur une population plutôt restreinte. On est plus modeste que BPCE. On l'a déployé aujourd'hui sur l'ensemble des VIP. Quand je dis VIP, ça a vraiment son sens chez Action Logement. Comme je l'ai dit, on est sur un domaine qui est très sensible, le logement. Il faut savoir que les directions régionales sont des personnes qui travaillent avec l'ensemble de tous les élus locaux, qui travaillent avec un certain nombre de partenaires dans le bâtiment, donc qui ont besoin énormément de partager de l'information, que ce soit effectivement soit par mail, heureusement, des fois quelques informations sortent par mail, mais de plus en plus effectivement dans des meetings. Ça, c'est lié à la période Covid qu'on a connue. Et énormément effectivement d'informations partagées sur ces outils collaboratifs. Bénéfices, résultats, augmenter la visibilité de la SSI. On est une petite équipe, on n'est que 5. J'aurais voulu être beaucoup plus nombreux. Et on se partage à 5, effectivement, à la fois de traiter tous les sujets autour de la continuité d'activité et de la sécurité. Donc j'essaie de faire un peu de marketing. Donc avec un logo cybersécurité, on interagit souvent avec les utilisateurs. On essaie de se mettre en avant. En fait, c'est pas tellement pour vraiment, pour moi, pour mettre en avant, mais vraiment pour que effectivement les gens comprennent qu'il y a des gens qui s'occupent de la cybersécurité et le fait de les solliciter, ils sont contributeurs de toute manière. Donc c'est aussi une approche marketing. Pour avoir discuté avec un certain nombre de mes confrères, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas de système d'information de la SSI. En tant qu'RSSI, on a besoin d'avoir des outils. Il y a des SI comptables, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de SI, du RSSI? Ça fait partie, moi, effectivement, de l'approche que j'ai, qu'on soit une brique importante de l'organisation de l'entreprise. Et des outils effectivement qui sont très proches de l'utilisateur comme IDEXI, avec toujours la même démarche, la même approche de responsabilité, contribuent en fait à nous donner cette visibilité. Donc effectivement, améliorer la communication, on est visible, ça c'est bien. On va essayer de réduire les risques liés aux données. On partage beaucoup. Sur des gros dossiers, quand on est sur des programmes immobiliers, c'est plusieurs millions d'euros qui sont en jeu. Le chiffre d'affaires d'Action Logement Service, c'est plus de 2,6 milliards par an. Donc vous contribuez beaucoup et on vous reverse beaucoup. Et on essaie de reverser effectivement de la façon la plus efficace.
je vous ai parlé de fraude. Il y a des cas de fraude externes et internes. Alors, on a là encore une petite anecdote. Effectivement, les équipes de lutte contre la fraude ont voulu mettre un collaborateur sous surveillance, sauf qu'ils ne nous ont pas prévenus. Et donc, quand ils ont eu accès à la messagerie, en tous les cas, de ce collaborateur, et ben, ce collaborateur, il a reçu une alerte en disant vous avez la fraude qui vous regarde. Dommage. Bon. On a quelques process à revoir. Mais en tous les cas, voilà. J'allais dire, tout le monde y trouve son avantage jusqu'à présent. Donc, comme je disais, ça sert à la sensibilisation. C'est vraiment des avances, des choses qui sont couplées. Donc, on va communiquer effectivement sur My Data Security en même temps qu'on va communiquer, qu'on va faire de la campagne de faux phishing. De la même façon qu'on va adresser des mails sur des alertes qui nous remontent depuis les utilisateurs ou via le support utilisateur. Revue des droits tous les 2 mois, on ne le fait pas encore, ça va venir. L'interface, effectivement, très user-friendly, effectivement. Je n'ai pas eu besoin de faire de formation. C'est bien la formation, mais jusqu'à présent, les gens, quand ils sont chez eux, ils appellent personne quasiment pour utiliser. En général, ils appellent leur famille ou celui qui est tagué informaticien de la famille. Globalement, je les ai laissés. J'ai déployé la solution sans faire sans faire d'annonce avant ça. Sachant qu'effectivement, on était sur une population de VIP, j'ai présupposé qu'ils étaient suffisamment à l'aise avec les outils pour se débrouiller tout seul. Et jusqu'à présent, on n'a eu aucun retour. Donc, pour moi, effectivement, quand je vais passer à l'échelle, on aura certainement en plus de retours. Mais je ne suis pas inquiet, effectivement, sur la capacité, l'ensemble des collaborateurs à adopter la solution. Voilà, c'était pour présenter un petit peu, en tout cas, le déploiement de Idexi, comment il s'est fait chez Action Logement Service. Et toujours, effectivement, je me suis fait un peu de publicité avec la solution. Alors... merci beaucoup. Questions-réponses. Questions d'abord. Hein. En attendant, moi j'essaie de régler voilà. J'essaie de régler les problèmes techniques de son. Comment ? Oui. Alors, question. Jean-Paul, merci pour le retour très intéressant. Tu parles de la revue de droit tous les 2 mois, qui n'est pas encore en place, ça j'ai entendu. Préparer la solution Idexis avec une politique que tu déploies, on leur demande dans les incitants à se connecter tous les 2 mois à la revue, ou c'est quelque chose qui est en couche depuis l'application qui rend obligatoire cette revue? Alors, ce qu'on vise globalement, c'est qu'on a un projet de gouvernance de l'ensemble de tout ce qui est ressources Office 365. Donc, c'est d'abord le projet de gouvernance de l'ensemble de ces ressources, avec, comme je disais, il y a la prolifération de partage un peu dans tous les sens. Donc, on va d'abord, effectivement, plutôt nettoyer, et ensuite, effectivement, plus responsabiliser dans le sens, effectivement, demander par des campagnes, effectivement, à des utilisateurs qui revoient, effectivement, leur compte. Sur les accès, c'est vrai que sur les accès personnels, sur leurs espaces, les gens y vont quand ils reçoivent une alerte. Et à ce moment-là, ils s'y intéressent. Effectivement, l'objectif, c'est qu'ils y aillent de façon spontanée, que ce soit une routine. Merci beaucoup pour la présentation. Je souhaiterais savoir comment ça marche techniquement cette solution. C'est du SaaS on-premise et comment ça s'interface avec un client Microsoft? Alors, j'ai quasiment rien eu à faire, à part effectivement fournir un token pour accéder au tenant Office 365. Donc après, c'est côté Idexi, c'est l'exploitation de l'ensemble des API Microsoft. Donc Microsoft est ouvert, c'est tant mieux de ce côté-là. Et après, effectivement, c'est l'exploitation de ces données qui sont récupérées côté Idexi. Je ne me suis pas trompé, hein, Daniel. Il y a différentes... Tu as une réponse sur peut-être le déploiement Oui, alors... Ouais, je ne sais pas si ça marche. Si, la solution est SaaS, effectivement, pour tout ce qui est dashboarding. De notre côté, on a un composant de premise pour tout ce qui est remédiation, parce qu'on souhaitait on souhaitait garder la maîtrise de tout ce qui était accès en écriture sur notre tenante. Donc on a une brique
de la plateforme IDEXI qui est on-premise, qu'on appelle le LEM, qui va permettre de gérer les demandes de remédiation qui vont arriver que par nos composants internes avec un compte spécifique dont on garde la maîtrise totale. Le reste, c'est un compte qui va chercher via les graphes API principalement, je pense, les informations sur le tenant Microsoft. Donc, un gros travail qui a été fait de notre côté pour tuner les droits au minimum et pour que le compte ait l'accès strictement nécessaire à ce dont il a besoin pour accéder aux tenantes. Oui, pour les remédiations, effectivement, beaucoup de choses maintenant sont remontées au support utilisateur. Donc les administrateurs en tout cas de Microsoft, voulaient pas, je veux dire, faire des petites actions de remédiation, genre effectivement supprimer un droit ou ce genre de choses. Donc ça, c'est remonté, ce sont beaucoup d'actions qui sont remontées côté support utilisateur. Ils ont été très contents, notamment notre prestataire, puisque leur fait des tickets en plus. Mais quelque part, on a fait, effectivement, on parlait de transfert back to end. Ben là, on est vraiment dans cette posture. Donc on remonte et c'est le plus d'informations, en tout cas le plus d'actions du back-office de l'IT vers le front, donc c'est soit le support de niveau 1, soit les utilisateurs eux-mêmes. Pardon, je crois qu'il y avait une autre question. Merci pour la présentation. Les murailles de Chine, vous les gérez comment, s'il vous plaît? Alors, si on est sur le muraille de Chine avec les 3 niveaux de contrôle qu'il devrait y avoir, là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, le niveau 1 est assuré par les managers, ou en tout cas les directions. Dans cette phase-là, effectivement, le fait qu'on responsabilise l'utilisateur, le niveau 1, c'est l'utilisateur. Et lui demander effectivement de faire du contrôle sur ses actions, c'est pas naturel. Je dirais que là, on est quasiment à un niveau 0,5. Ensuite, ça, c'est le reporting que moi, je réalise auprès des managers. J'envoie effectivement régulièrement au N+1, effectivement, la consommation et les actions qui sont faites par ses collaborateurs. Ensuite, après, on est sur du contrôle de niveau 2 et qui est plutôt fait par le contrôle permanent, qui, eux, ils vont faire leur contrôle par rapport aux procédures de contrôle des habilitations qui ont été définies. Après, effectivement, le niveau 3, ça va être l'audit interne, quand on les aura mis au courant de ce processus. En tous les cas, quand ils l'auront intégré, eux, dans leur plan de contrôle. Alors, on est pile, il est 11h45, on est pile à temps. Si vous avez encore une question, évidemment, on y répond. Sinon, on est ravis de vous accueillir sur le stand d'IDEXI 157 pour vous montrer la vidéo que vous n'avez pas vue, qui je pense vaut le coup, voilà, avec du son, et pour vous donner plus de détails, alors, notamment pour répondre plus précisément sur les déploiements, les différents types d'architecture de déploiement avec différents modes, sécurisés, voilà, des infras dédiés, des frontaux dédiés, il y a plusieurs modèles possibles. Voilà. Une dernière question? Non? Bon. Eh ben, merci infiniment à tous. Passez d'excellentes fin d'assises et à très vite. Et merci pour le questionnaire, si vous pouvez cocher les... C'est super.